Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. C'est vendredi et vous le savez, chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien, c'est à vous que nous donnons la parole. Et ce soir, vous êtes nos amis les agriculteurs pour une émission spéciale à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris. Nous avons choisi de nous parler entre nous et avec vos élus, de parler de l'agriculture, de parler de ses tourments. Face à vous ce soir, Marie-Josée Allemand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste des Hautes-Alpes et vous êtes vous-même agricultrice. Dites-nous ce que vous faites. Je suis éleveuse et on a des brebis mères en agneau de Sisteron, en label rouge. D'accord. Et bonsoir Jérémy de Serles. Bonsoir. Eurodéputé Renew, vous êtes membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural au Parlement européen. Vous avez présidé, je le précise, les jeunes agriculteurs jusqu'en 2019 et vous êtes vous-même éleveur de charolaise, c'est ça? C'est ça. En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Merci à tous les deux d'être là ce soir et d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. Je salue également Rémi Barbet. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à La Croix, vous êtes chef de rubrique agriculture et consommation. Vous serez ce soir mes yeux et mes oreilles experts avec notre public. Cette édition 2026 du Salon de l'Agriculture est forcément spéciale puisque, vous le savez, pour la première fois de l'histoire, les stars du salon ne seront pas là. Les vaches sont restées à l'étable en raison de l'épizootie de dermatose nodulaire. Mercosur, empilement des normes, épuisement. Nos agriculteurs ont le cœur lourd et ils ont plein de questions à vous poser. On va se parler, on va s'écouter et le plus important, c'est que nous, on va essayer de vous dire à quel point on vous aime et à quel point on est à vos côtés. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. En cette veille d'ouverture du salon, c'est suffisamment rare pour être souligné. La journée a quand même commencé par une bonne nouvelle. Le temps et le protocole choisi nous a donné raison, puisque depuis le 2 janvier, nous n'avons plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse et qu'aujourd'hui même, et je suis heureuse de l'annoncer sur votre antenne, nous levons toutes les zones réglementées. On reprend une vie normale, qu'on peut à nouveau commercer, qu'on peut à nouveau bouger ses animaux. Aller au salon de l'agriculture. Et on aurait pu aller au salon de l'agriculture. Ils ont choisi la prudence. Je les comprends, je les respecte, mais ils seront là. Les éleveurs seront là. Une décision politique, le choix de la prudence? C'est une décision que les éleveurs eux-mêmes ont prise et que je respecte, mais néanmoins ce sera un beau et grand salon avec plus de 3000 animaux. Oui, la dermatose nodulaire, c'est à cause de cette maladie que les vaches ne sont pas au salon pour la première fois depuis 60 ans. Et je voulais d'abord ce soir me tourner vers Nicolas. Bonsoir Nicolas. Les téléspectateurs les plus fidèles de Chaque Voix compte vont sans doute reconnaître votre visage puisque vous êtes éleveur bovin en Haute-Savoie, à Saint-Ferréol, c'est ça? Oui, à Saint-Ferréol. Et votre élevage a été un des premiers touchés par la dermatose nodulaire l'été dernier. L'une de nos équipes était d'ailleurs avec vous à ce moment-là. Nous étions venus faire un reportage à vos côtés. On voit les images de votre stabulation vide de ces vaches. D'abord, comment vous allez aujourd'hui, Nicolas? Eh ben, aujourd'hui, ça va mieux. On a repris, avec des nouveaux animaux, on a repris une production, un rythme. On sait pourquoi on se lève le matin. Et puis, tous les désagréments qu'on a eu cet été sont derrière nous. Et puis là, cette semaine, on a pu vacciner nos petits veaux de 3 mois qui avaient l'immunité de la mère. Et maintenant, on attend les annonces de Madame la Ministre pour revacciner l'ensemble du troupeau. Vous avez reconstitué votre troupeau? Combien vous aviez perdu de bêtes, rappelez-nous? Donc j'avais perdu 68 animaux, 48 vaches laitières et 20 veaux. Donc là, oui, on a racheté 42 vaches pour le moment. Et pour le moment, on attend un peu la suite des choses pour acheter quelques veaux. Est-ce que vous avez été indemnisé? Alors j'ai été indemnisé en partie et maintenant on attend le reste. Ça devrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. La gestion de cette épizootie a provoqué, on se souvient, une grave crise depuis le début de l'automne dernier. Avec le recul, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que cette stratégie d'abattage, c'était la seule solution? Chez nous, sur notre secteur, de toute façon, on en est convaincus, puisque moi, le jour où mes vaches ont été abattues, mes autres animaux qui étaient dans les parcs à 1 km, 2 km, 3 km étaient vaccinés seulement depuis 3 jours. Donc pendant 25 jours, le fait qu'il n'y ait pas d'animaux à proximité potentiellement positifs, ça les a aussi protégés. Et aujourd'hui, donc vous le disiez, vous attendez les nouvelles consignes du ministère de l'Agriculture pour la vaccination à venir. Globalement, vous dites, aujourd'hui,
haut les cœurs. On se souvient de votre gorge serrée quand on était venu vous interviewer à l'époque, l'été dernier. On se souvient de votre désarroi qui nous avait beaucoup touché, qui avait beaucoup touché les téléspectateurs de Chaque Voix compte. On vous sent aujourd'hui plus rasséréné, en tout cas plein d'espoir. Oui, on a de l'espoir, mais on reste vigilant et je pense qu'on va être vigilant encore quelques temps. Vous avez devant vous 2 élus. Un élu du Parlement européen, un élu de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ce soir ? Au niveau national, ce qui serait bien, c'est malheureusement, on a beaucoup parlé d'abattage, mais on n'a pas parlé du problème des lavages de bâtiments, avec ce fameux règlement où, quand il y a un montant qui dépasse 50 000 €, c'est soumis à appel d'offres. Moi, j'aimerais bien que les choses changent et quand il y a une crise comme ça, que ces leviers-là, ils sautent. C'est la crise, c'est pas le moment de savoir si une entreprise a une priorité ou... Il faut donner la priorité à une entreprise pour que les choses avancent et que les bâtiments se lavent très rapidement. Et puis au niveau européen, pour mes collègues qui sont pas très loin de chez moi, on a un foyer de bruxellose qui sur des bouquetins qui traînent depuis 2012, où beaucoup d'exploitations sont sous surveillance. Et par rapport aussi à nos fromages AOP qui sont tout le temps... qui ont une pression sanitaire énorme avec les agents pathogènes, qui n'est pas le cas avec le saumon ou les légumes, où il y a une certaine tolérance. Nous, c'est 0, et dès l'instant où il y en a un, c'est à la casse. Voilà. Alors, qui veut lui répondre ? Je peux commencer par le niveau européen. Allez-y, monsieur Dosterle. Enfin, déjà, moi, je veux saluer Nicolas et saluer tous les agriculteurs qui sont passés par cette crise et par, malheureusement, l'abattage du troupeau pour un certain nombre d'entre eux. Et je veux saluer leur courage et puis aussi leur dire merci, parce que s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas respecté, comme tout le monde, le protocole, sans doute que la catastrophe qui aurait pu arriver serait arrivée. Et donc, moi je salue aussi le courage et puis la volonté et puis aussi le souci de voir des choses évoluer pour pas que ça réarrive, bien évidemment, ou en tout cas qu'on puisse le maîtriser de la meilleure des manières. Et donc, au-delà de l'aspect spécifique, je me permets de te tutoyer parce qu'on est collègues et je crois que notre âge nous différencie pas bien. Au-delà de l'aspect spécifique sur le fromage, sur les fromages AOP ou sur le reste, je pense qu'au niveau européen, il y a intérêt, si on veut travailler en bonne intelligence sur ce genre de crise, à avoir des mécanismes un peu plus homogènes, un peu plus harmonisés, afin que justement aucune production soit pénalisée par rapport à une autre et aucun pays soit pénalisé par rapport à un autre. Et donc dans tous les domaines, et pour le coup sur la dermatose, s'il y a eu un protocole établi en France, c'est parce qu'il y avait aussi eu la maladie dans d'autres pays européens. Et ce protocole-là, il était aussi dirigé, et proposé et imaginé au niveau européen. Donc il faut qu'on réussisse à faire ça et à harmoniser les choses pour être plus fort face à la maladie et face aussi aux différenciations qui peuvent y avoir sur d'autres épisodies comme la brucellose ou d'autres. Mais est-ce que vous pourriez répondre à Nicolas sur ce sujet des appels d'offres qu'il faut passer ? C'est ça ? C'est ce que vous expliquiez aujourd'hui pour des nouveaux bâtiments ? En fait, quand on a eu notre problème, on devait laver notre bâtiment. Et pendant 1 mois et demi, on nous a dit l'État s'occupe de tout. Et au bout d'1 mois et demi, on nous a dit en fait, les montants, ça va être à vous de contacter les entreprises et de nettoyage, de demander une garantie bancaire à vos banques. Et en fait, ça nous a fait perdre 2 mois tout ça. Et en fait, notre truc aujourd'hui, c'est quand il y a une crise sanitaire, il faut que l'État soit capable de nommer une entreprise et qu'on ne s'occupe pas de concurrence, d'appel d'offres ou de marché. Marie-Josée Allemand, on ne peut que être d'accord avec Nicolas. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Là où c'est compliqué, c'est pas compliqué. En fait, on découvre au fil de l'eau les contraintes qui s'appliquent finalement sur une épisodie comme sur la maladie comme on a eu. Alors on a pris, la ministre a pris on va dire le taureau par les cornes entre guillemets en faisant des abattages systématiques et totaux, mais au
OK, là c'est régulé. Est-ce que vous êtes Pour le capable de moment, m'expliquer pourquoi c'est à l'agriculteur de contacter une entreprise de nettoyage Non. et de l'avancer sur ses fonds propres, voire d'aller à la banque pour... En fait, on le découvre en mesure, au fur et à mesure de la chose. On découvre comment ça se passe au fur et à mesure. En tant que député, enfin, la ministre a forcément eu conscience du problème. Comme on a découvert à l'occasion du budget que les indemnités étaient fiscalisées. Donc, petit à petit, en fait, en mesure qu'on tire les fils, on se rend compte de l'ensemble du problème. Il ne suffit pas juste de faire abattre le cheptel. Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir devant moi, je vais eux vous dire, j'ai aucun problème à dire à la avec ça. ministre de l'Agriculture que cette histoire d'avancement sûr. des frais et d'appel d'offres pour une entreprise de nettoyage des bâtiments, on marche sur la tête? Bah oui, mais moi je lui ai déjà dit qu'on marchait sur la tête. Quand on a vu que c'était fiscalisé, qu'il fallait une année, on avait une année maximum pour repeupler les exploitations agricoles, parce que sinon on perdait l'indemnité. Enfin, moi là où je trouve que c'est pas normal, et d'ailleurs j'ai fait un amendement là-dessus qui a été voté à la quasi-unanimité, c'est que on vous oblige à abattre votre troupeau. Oui. On doit vous indemniser sans condition. Et cet amendement-là a été voté à l'unanimité quasi de l'Assemblée nationale. Il n'a pas été repris, il a été repris en partie sur la non-fiscalisation et sur le fait que vous avez maintenant 2 ans pour utiliser, on va dire, les fonds pour repeupler votre exploitation agricole. Bon, c'est déjà mieux que ce que c'était, mais ce n'est pas parfait. À partir du moment où on vous oblige à faire quelque chose, on n'a pas à mettre de conditions derrière. On n'a pas à mettre de conditions. Alors, et si ça peut vous rassurer quelque part, effectivement, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Oui. Mais on découvre les choses au fil de l'eau, on va dire. Les contraintes. Est-ce que ça nous surprend qu'on ait d'autres contraintes au fur et à mesure? Non, en fait, parce que la France, c'est un pays qui adore se mettre des barrières les unes derrière les autres. Oui. Pas de vaches donc sur ce salon 2026, pas de volailles non plus à cause de la grippe aviaire, mais il y aura quand même 3400 animaux porte de Versailles, des chevaux, des cochons, des chèvres, des lapins, des moutons. Les organisateurs veulent que le salon reste une fête pour les visiteurs. On sera d'ailleurs avec eux tout à l'heure, les organisateurs du salon. Et Clément Perrault et Eva Billon ont suivi aujourd'hui les tout derniers préparatifs avant l'ouverture. Regardez. Dernier préparatif avant l'ouverture d'un salon de l'agriculture orphelin. Pas de vaches cette année, porte de Versailles, pour cause de dermatose nodulaire. Daniel est éleveur de race mirandaise dans le Gers. Fidèle au poste chaque année depuis 15 ans, il sait que cette édition sera différente. D'habitude, là, il y a les vaches, avec le ring, le grand ring de concours et tout ce qu'il faut pour la présentation des vaches, quoi. Pour nous éleveurs, il y a un manque. Venir sans les bêtes, c'est quand même... c'est pas pareil, quoi. Dans une édition où les vaches ne sont visibles qu'en photo, les éleveurs bovins auront tout de même leur stand. Allez. Daniel espère que le public sera solidaire et viendra le voir malgré tout. D'habitude, c'est sûr qu'il y a beaucoup de public à ce hall. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner cette année, on verra. Donc il y aura 12 posters sur les présentoirs avec les kakémonos et tout ça. Et on va présenter nos vaches comme ça. D'autres animaux seront eux bien présents au salon, comme les cochons et leurs bébés particulièrement mignons. Mais aussi les agneaux, comme ceux de Marcel, producteur de Roquefort dans l'Aveyron. Selon lui, l'absence des bovidés fait plonger les exposants dans l'incertitude. C'est triste. J'ai peur que ce soit triste. Je ne sais pas comment l'ambiance qu'il va y avoir et surtout la fréquentation. La fréquentation. Est-ce que les gens vont venir parce qu'il n'y a pas de bovins? On ne sait pas. C'est un grand point d'interrogation cette année. Autre interrogation, l'état d'esprit des agriculteurs. Cette édition intervient quelques semaines après les grandes manifestations agricoles. La tension semble un peu retomber, mais le malaise persiste dans la profession. S'il y a encore une colère, c'est bon signe. S'il n'y a plus de colère, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le monde agricole devient résigné et ce ne serait pas bon signe pour le consommateur. Parce que si on se bat, c'est pour le consommateur aussi, quoi. Dans ce contexte, la visite d'Emmanuel Macron demain matin est au moins aussi attendue que celle des visiteurs. Faute de vaches à caresser, le président de la République pourra saluer les chevaux, particulièrement mis en avant cette année. Voilà pour cette visite en avant-première du Salon de l'Agriculture grâce à Clément Perrault et Eva Billon. Je voudrais me tourner vers Julien.
Où est Julien? Bonsoir Julien. Vous êtes vétérinaire rural à Vouziers, c'est dans les Ardennes, et vous avez quitté votre campagne ardennaise pour venir à Paris puisque vous êtes l'un des vétérinaires du salon. Alors vous allez quand même avoir du travail pendant ces 10 jours. À quoi ressemble la journée d'un véto sur le salon de l'agriculture? Alors la journée du vétérinaire sur le salon de l'agriculture, elle est extrêmement bien remplie parce qu'on a 3 missions essentielles. La première, c'est d'assurer le soin et le bien-être des animaux au quotidien, parce que il peut y avoir des petits bobos, des petites difficultés, et donc parfois les éleveurs peuvent nous appeler pour soigner ces petits soucis. Ensuite, il faut savoir qu'on a un stand, la profession vétérinaire a un stand qui s'appelle la Maison des Vétos. Un stand qu'on a fait en partenariat avec les écoles nationales vétérinaires. L'idée étant pour les gens et le grand public de pouvoir rencontrer des étudiants et des professeurs et d'apprendre comment on devient vétérinaire, quel est le cursus et la formation pour devenir vétérinaire. On a également aussi une présentation sur notre stand en partenariat avec APForm des métiers autour de la profession vétérinaire et notamment le métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Parce que je regardais en préparant, c'est complètement fou. Il y a 4000 vétérinaires ruraux pour 42 millions d'animaux. Il y a une vraie pénurie, il y a une vraie crise des vocations en vétérinaires ruraux. Oui, absolument. Mais pourquoi? Parce qu'on fait l'école vétérinaire et puis on se dit qu'on va soigner des chiens et des chats en ville et qu'on ne mesure pas ce que c'est de devoir être vétérinaire à la campagne. Alors le problème, il est multifactoriel. Donc il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, il y a 80% des vétérinaires qui n'exercent plus au profit des animaux d'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des vétérinaires n'ont plus d'éleveurs dans leur clientèle. Il faut le savoir, ça. Donc vous êtes aussi sur le salon pour susciter des vocations. Susciter des vocations. Alors, on va en reparler dans un instant avec vous, mais je voudrais qu'on prenne la direction tout de suite de ce salon de l'agriculture. On est en direct avec la directrice du salon, Valérie Leroy. Bonsoir et merci de nous accorder quelques minutes ce soir dans Chaque Voix compte. On entendait dans le reportage des agriculteurs nous dire « J'ai peur que ce soit triste ». Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques heures de l'inauguration ? Alors, c'est peut-être normal qu'ils aient peur que ça soit triste, mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a mis en route, il y a de nombreuses animations. Je suis désolée, j'ai un gros retour. Je n'entends pas du tout. Vous allez enlever votre oreillette, le temps qu'on se parle, et puis si vous voulez, on se reparle après. Oui. Allez-y. Ouais. Mais en fait, je m'entends en double. Alors, on va régler ce petit problème technique. C'est s'entendre en double, c'est un enfer. Valérie Leroy, vous me faites signe dès qu'elle est de retour avec nous. Je vais retourner avec vous, Julien. On parlait des vétérinaires. Vous vivez évidemment dans une intimité très forte avec le monde paysan. Vous soignez les bêtes, mais vous voyez aussi les souffrances des agriculteurs. Oui, absolument. On est un vrai, alors pour le coup, on est un vrai partenaire de l'élevage, comme de nombreuses personnes, mais on a cette proximité, ce lien, ce quotidien, et c'est vrai qu'il y a une relation un peu particulière qui va bien au-delà d'être le soignant. Et effectivement, il y a un attachement et il y a une relation qui... Comment vous avez vécu cet épisode de dermatose nodulaire où vous avez été parfois pris pour cible par les agriculteurs quand vous interveniez dans des exploitations pour, au moment de l'abattage notamment des troupeaux? Alors, ça a été tout le paradoxe où on a eu du mal à comprendre, en fait, parce que effectivement, il y a eu des crispations autour du protocole sanitaire et notamment autour des dépeuplements, parce que effectivement, ça a été mal compris, mal perçu. Mais il faut rappeler quand même que les vétérinaires qui sont intervenus dans le cadre des dépeuplements, c'était les mêmes qui vaccinaient et qui faisaient de la prévention. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de comprendre parfois ces exactions, on va dire, et ces manifestations de colère. Ça a fini par s'apaiser. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on a mis les choses à plat, on a réussi à discuter, à s'entendre, il y a des messages qui sont passés, et effectivement, tout le monde a fini par comprendre que les vétérinaires n'étaient pas la cible et n'étaient pas l'ennemi. Bon, et alors comment on suscite des vocations de vétérinaire rural ?
On explique ce que c'est que le quotidien d'un vétérinaire, on explique ce que c'est le métier. C'est un métier passion, hein, on ne va pas se mentir, parce que c'est un vrai engagement. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui considèrent qu'au-delà de l'engagement, ça commence à devenir une servitude, parce que effectivement, nous aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, hein, moi ça m'arrive aujourd'hui de faire 60 km aller, 60 km retour pour aller soigner des moutons dans des vignes, les vignes de Champagne. Vous êtes seul pour combien de kilomètres carrés? Parce que ce sont des moutons qui sont en éco-pâturage pour entretenir les vignes de Champagne. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est la démonstration que le vétérinaire, il est au carrefour de toutes ses santés, que ce soit la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux jeunes générations. Et puis, effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie montée en compétences de la part des éleveurs. On accompagne cette montée en compétences. Et c'est une relation particulière et c'est très enrichissant. On a retrouvé Valérie Leroy au Salon de l'Agriculture. On a réglé son problème d'oreillette. Elle ne s'entend plus en double. Valérie Leroy, on parlait de l'état d'esprit dans lequel sont les organisateurs du Salon de l'Agriculture à quelques heures de l'inauguration. Bon, haut les cœurs, c'est ce que vous dites ce soir ? Oui, on dit haut les cœurs parce qu'on est en train de finir les préparatifs de montage, qu'on est prêt pour l'ouverture et que certes il n'y a pas de vaches évidemment et ça change la configuration du salon, mais les éleveurs de bovins qui ont décidé de ne pas venir avec leurs animaux sont quand même là. C'est-à-dire que tous les stands des races de vaches qui sont là habituellement sont occupés par les éleveurs. Donc les visiteurs vont pouvoir venir et rencontrer les éleveurs de bovins et pourquoi pas leur poser des questions sur la situation actuelle. Semaine des municipales, à 14 mois de la présidentielle, ça va forcément être aussi un salon très politique avec des visites qui sont souvent difficiles à gérer en termes de cohue. Et je crois que cette année, vous avez pris des mesures. Alors, on a pris des mesures comme l'année dernière et l'année d'avant, différentes mises en place à partir de demain matin. On met les mesures en place qui sont nécessaires en accord avec les autorités et la préfecture, ni plus ni moins. Donc voilà. Un peu moins quand même, puisque les délégations ne pourront pas être accompagnées de plus de 25 personnes pour éviter justement des attroupements dans les allées du salon au milieu des visiteurs quand une personnalité politique vient vous voir. C'est Emmanuel Macron qui inaugure le salon demain. Un petit mot de prévention aussi, Valérie Leroy. Est-ce que vous avez à nouveau pris des mesures pour éviter les scènes d'alcoolisation excessive des visiteurs ? Oui, alors sur les délégations politiques et le nombre, on a adressé à chacun des cabinets qui organisent des visites ou à chaque fois qu'on a des demandes entrantes, une charte pour les amener à ne pas visiter en même temps le même jour ou tous en même temps pour que ça permette de rester fluide dans les visites et effectivement de ne pas avoir plus de 25 personnes dans la délégation, ce qui permet une circulation beaucoup plus fluide. Après, sur la gestion de l'alcool et de la consommation excessive d'alcool, depuis 4 ans, nous avons mis en place un processus qui nous permet d'être en contact permanent avec les exposants qui vendent de l'alcool ou qui font des dégustations, d'avoir une règle du jeu qui est mise en place avec eux et qui passe par de la prévention, de l'information et pourquoi pas de la sanction si, comme dans la vie quotidienne, un exposant continue à vendre de l'alcool à quelqu'un qui est manifestement aviné, il est responsable pénalement, ici comme à l'extérieur, dans un bistrot n'importe où en France. Bon, en tout cas, on voit les moutons derrière vous. On voit qu'il y a déjà une certaine effervescence. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir avec votre joli béret. On vous souhaite un excellent salon de l'agriculture 2026. Qui parmi vous a prévu d'aller au salon dans les 10 jours qui viennent ? 100%. 100%, non, c'est normal. Mais je voulais aussi, Rémi, qu'on parle du chiffre qui va planer au-dessus de ce salon de l'agriculture. C'est celui de la balance commerciale agricole française qui a connu en 2025 un plus bas historique. On regarde d'abord le détail des chiffres avec Elsa Mondingava et on les détaille ensuite, on les explique avec vous. C'est une dégringolade. Pour la première fois depuis 50 ans, la balance commerciale de l'agroalimentaire a bien failli finir dans le rouge. Pour les produits agricoles bruts, en 2025, la balance est carrément déficitaire, de moins 300 millions d'euros. Notamment parce que nous importons plus de produits, plus 8% en 2025. Des fruits, des légumes, de la viande.
La France subit aussi la hausse des cours du café et du cacao. Nos exportations, elles, ne permettent pas de renverser la tendance. Le cours des céréales à la baisse nous pénalise. Le secteur des vins et spiritueux, moteur d'habitude, affiche moins 16%, notamment en raison des droits de douane. La dégradation s'explique en partie par le contexte difficile des dernières années. Covid, situation géopolitique, mauvaise récolte, épizootie. Mais les causes sont aussi plus structurelles. Depuis 1970, la France a perdu 1,2 million d'exploitations. Il en reste moins de 400 000 aujourd'hui. Autre défi, près d'un agriculteur sur 2 partira à la retraite d'ici 2030. Jusqu'à présent, la France reste la première puissance agricole de l'Union européenne, 17% de la production. Mais jusqu'à quand pourra-t-elle tenir son rang ? Rémi Larbet, comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est parce qu'on est trop cher? Est-ce que c'est parce qu'on a trop poussé le haut de gamme? Il y a deux dimensions, ça a été très bien expliqué. Il y a une dimension structurelle de notre agriculture. Durant son premier mandat, Emmanuel Macron, dans un discours dès 2017, avait misé sur le fait que l'agriculture devait s'élever en gamme, exporter la French Touch et nos productions reconnues dans le domaine des AOP, des fromages, de la viticulture. Sauf que entre-temps, il y a eu la période du Covid, il y a eu cette guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie et il y a eu une inflation très conséquente pendant 3 ans. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le Français moyen, quand il mange son poulet du dimanche, il n'achète pas forcément le poulet haut de gamme, la Belle Rouge ou que sais-je, mais les Français mangent de plus en plus de bouts de poulet en pièces détachées, dans du snacking, des pièces de poulet frit. Et ça, en fait, c'est des concurrents allemands, polonais ou autres qui les produisent davantage. Donc il y a un peu une dichotomie entre l'offre et la demande qui ne s'aligne pas forcément. Et après, comme ça a été expliqué, il y a aussi un facteur qui, lui, est conjoncturel. Très mauvaise récolte de blé en 2024. Donc c'est le blé qu'on vend en 2025. Donc peu de blé à vendre, des prix qui ne sont pas porteurs, et aussi des brouilles diplomatiques, notamment avec l'Algérie. L'Algérie qui était le premier marché à l'export de la France, historiquement depuis l'indépendance algérienne. Et du coup, la brouille entre les deux présidents a mené l'Algérie à totalement fermer le marché aux céréales français. Donc il n'y a plus un grain de céréales qui est parti de Rouen pour aller à Alger. Et par contre, c'est la Russie qui a chopé tout le marché. Donc là où l'Algérie achetait chaque année tout son blé à la France, maintenant il achète aux Russes. Et c'est une dépendance qui est endémique de ce territoire du Maghreb parce que au Maghreb, on ne peut pas faire pousser du blé, ils n'ont pas des terres aussi riches qu'on peut avoir en Russie ou chez nous. Donc on perd des marchés comme ça. Et après, au-delà de ça, évidemment qu'il y a une dimension de compétitivité. D'ailleurs, il y a un rapport tout récent du ministère de l'Agriculture qui l'a démontré. Et là, en fait, on perd des parts de marché. Le Mercosur a beaucoup été pointé du doigt comme un épouvantail. C'est également le cas pour d'autres parts de marché. Aujourd'hui, on part de l'accord avec l'Australie, par exemple. La réalité, c'est que là où la France perd des parts de marché, c'est vis-à-vis de ses concurrents européens. Sur le sucre, on perd des parts de marché vis-à-vis de l'Allemagne. Sur le poulet ou d'autres productions, on perd des parts de marché vis-à-vis de la Pologne. Dans d'autres productions un peu plus haut de gamme, un des pays qui est très exportateur et qui est une puissance agricole et qui est frontalier de nous, c'est l'Italie. Donc la France est toujours la première puissance agricole. On a un territoire béni des dieux pour faire de l'agriculture, une topographie magnifique et diverse. Mais aujourd'hui, on est en perte de vitesse. Et on est concurrencé par nos propres voisins. On est concurrencé par nos propres voisins, et ce qui amène aussi le discours là où les agriculteurs aiment bien en appeler au bon sens, c'est-à-dire on est sur un marché commun, on est une puissance agricole commune, on ne peut pas surtransposer et ne pas avoir les mêmes règles que nos voisins. Là, cet ami prix des loi du plus, on est devenu le symbole, mais c'est un ras-le-bol un peu plus global de regarder, on perd de la vitesse et on se fait doubler sur la gauche par nos concurrents directs qui sont censés être nos alliés théoriquement. On est dans une Union européenne qui reste quand même la première puissance agricole mondiale. Patrick, où êtes-vous, Patrick? Bonsoir. Patrick, vous êtes céréalier, producteur de pommes de terre aussi, à Beauval, dans la Somme. Je précise que vous présidez la coordination rurale des Hauts-de-France. D'ailleurs, j'ai vu que la coordination rurale menaçait de boycotter l'inauguration du salon par Emmanuel Macron demain matin. Pour quelles raisons? Déjà, j'ai pas la même information. Donc, Vous, c'est la coordination rurale des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, non. La Confédération paysanne qui compte qu'à boycotter. Ah voilà. C'est la confédération, pas la coordination. Donc vous y serez demain matin? J'y serai pas demain matin, mais j'y serai dans la semaine. Sur l'approche qui a été faite, elle est belle, elle est générale, elle est la même en fait depuis des années, pour pas dire des dizaines d'années. En ce qui concerne l'approche qu'on va avoir à la coordination rurale, on va dire qu'aujourd'hui le contexte problématique n'est que politique. C'est dramatique, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, si ça va mal
au niveau des céréales, c'est parce qu'on importe plus qu'on exporte. Aujourd'hui, en Europe, on parle de nos exportations, mais on importe à peu près 30 millions de tonnes, c'est-à-dire la production de la France. Donc tout ce qui est enrobé et ce qui est bien expliqué au niveau économique, c'est que politique. Lorsqu'on décide de bloquer les voitures chinoises, on met une taxe. Lorsque Trump décide de bloquer les vins français, il met une taxe. Nous, on est open bar. Nous, on est heureux d'importer parce qu'on est des mondialistes. Et donc ça, c'est une politique à la fois européenne, à la fois française, qui va faire mourir, pour pas dire autre chose, la majorité des agriculteurs. Mais on le sait. Donc demain, tout le monde va venir avec le sourire au salon. Tout le monde va dire qu'on a la plus belle agriculture. On va donner de l'espoir et on va parler d'agriculture pendant 8 jours, comme on le fait depuis 3 ans, avec le même discours de décision que l'on va prendre. Et bilan de l'opération, si je reviens l'année prochaine parce que je le fais depuis 3 ans, ça sera encore pire. Et vous me raconterez la même chose. Mais non, mais parce que là, aujourd'hui, c'est que les banques n'accompagnent plus l'agriculteur. Pour l'instant, elles accompagnaient l'agriculture. Mais aujourd'hui, quand vous importez 400% de sucre, quand vous importez 30% de céréales en plus de l'Ukraine, rien que l'Ukraine, quand vous apportez 50% de maïs, tout le monde a l'excuse de dire qu'il faut aider l'Ukraine. Tout le monde a l'idée de vouloir vendre des voitures au Mercosur. Tout ça, c'est beau. Mais là, l'écologie, elle n'existe pas et on s'en fout. C'est-à-dire que le double langage, il est que politique. Vous avez devant vous un eurodéputé et une députée de l'Assemblée nationale. Profitez-en. Je pense qu'ils sont ici pour défendre une position qui est ou française ou européenne, mais qui ne dépend pas d'eux. Aujourd'hui, c'est Madame von der Leyen qui prend les décisions toute seule. Lorsqu'elle signe le Mercosur, j'ai participé avec Maître Hazan pour bloquer avec la saisine, puisque je l'ai encore vu aujourd'hui. On fait des choses, mais aujourd'hui, même si on bloque, le système rouleau compresseur européen ou mondialiste fait que la marchandise rentre quand même. Les gens disent « ouais, vous avez gagné ». Mais non, on n'a pas gagné, la marchandise rentre. Donc aujourd'hui, je ne vais pas poser une question. La décision, c'est d'être mondialiste, donc la partie est perdue. Mais l'agriculteur ne veut pas mourir. Donc on va trouver des solutions. Alors Rémi. Il y a juste une précision pour pas qu'il y ait de confusion. Si j'ai bien compris votre propos, vous dites qu'on importe des céréales. La France est exportatrice nette de céréales. Elle exporte davantage de céréales. On parle de l'Europe. Ah, vous parlez de l'Union européenne, mais là, pour le coup, c'est que sont les agriculteurs en France. On est en Europe. Mais la balance commerciale, les chiffres qu'on voit là, on parle de milliards d'euros. La France n'a pas produit moins de céréales. En 2025, on a fait une très bonne récolte de céréales, après une récolte qui était très mauvaise du fait des aléas climatiques en 2024. Des inondations. Ce n'est pas une balance commerciale en volume, c'est de la valeur. C'est-à-dire que les prix mondiaux du céréal ne sont pas porteurs en ce moment. D'ailleurs, ils ne couvrent même pas le prix de production du blé en France, ce qui fait qu'il y a une crise systémique au niveau des céréaliers. Et à l'inverse, le cacao ou le café, qu'on ne peut pas produire en France, lui, du fait des aléas climatiques, son cours a beaucoup monté. En fait, ça veut dire que ce qu'on importe est beaucoup plus cher et ce qu'on a l'habitude d'exporter a moins de valeur. Également avec ça a moins de valeur et il y a moins de volume. Non, mais on peut pas c'est dire qu'il y a le même volume. On a produit plus de céréales en 2025 qu'en 2024. Évidemment, parce que c'était une année catastrophique. Mais en 2024, malgré qu'on en ait produit 8 ou 9 millions de moins, on n'en a même pas vendu la même quantité parce qu'on en avait encore trop. Vous imaginez cette année, avec 9 millions de plus, on ne sait plus vendre. Puisqu'on importe plus, et la solidarité européenne, demandez à qui ils achètent les Espagnols, demandez à qui ils achètent les Portugais, mais ils n'achètent pas en France. Donc nous, bonne pomme, on est solidaires avec tout le monde, et les autres se protègent ou achètent au moins cher. Et on ne sait pas faire une production au prix mondial. Parce que les normes, là, les 400 000 normes, comme on vient de discuter, elles sont franco-françaises. Et ça, on va nous dire, mais on va les changer. Non, on fait des décrets, on fait des normes. Pour enlever les normes, il faut faire des lois. Ça, c'est toujours pareil. Donc pour faire, c'est facile. Pour défaire, c'est très compliqué. Vous entendez la colère de Patrick ? Oui, comme tu veux. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est sur ce qu'il a dit. C'est que autant mon collègue que moi-même, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. On n'est pas là, enfin, on est tous les deux agriculteurs comme vous. On pourrait très bien être de l'autre côté de cette table. Aujourd'hui, on est dans 2 assemblées différentes pour défendre l'agriculture telle qu'on la connaît, nous, telle qu'on en a besoin. Enfin, le Mercosur, je pense qu'on ne peut pas faire... plus que ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, on a voté 5 fois contre. 5 fois. Le Parlement a voté 5 fois contre le Mercosur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Enfin, c'est quand même... Je ne pense pas que tout le monde a voté contre. Hein.
Le vote était C'est unanime. C'était unanimité. Pour le coup, C'était à c'est ça le sujet. l'unanimité. 5 fois, Ah les bah, 5 ça- fois, un vous des n'avez pas voté contre les 5 fois ensemble. Il y a encore très peu de temps, il y a quelques mois, les gens ne voulaient pas un Mercosur de cette manière, mais ils voulaient un échange parce qu'il faut Allez-y, faire- Jérémy de au Serre. niveau de l'alcool, enfin des alcools et des vins, ils sont favorables au Mercosur. Le problème des échanges, ils existent. Le Mercosur existe depuis 20 ans. Le problème, c'est les taxes. Parce qu'aujourd'hui, on a dit non, mais la marchandise, elle rentre. Au mois de novembre, on avait déjà dépassé les quotas de l'année dernière. Donc, il faut arrêter de prendre le consommateur et les agriculteurs pour ce que je dirais pas. Alors, Aujourd'hui- laissez Jérémy de Non, mais Serre voilà. vous répondre. Non, mais aujourd'hui, C'est pas un les lois- monologue. On sait ce que vous dites et ce que vous pensez. Mais donc, voilà, mais vous c'est l'avez clair. dit, donc c'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut partager tout ou partie du constat qui vient d'être fait. L'agriculture n'est pas dans une dynamique bonne. Elle ne l'est pas parce qu'effectivement, il y a des lois, il y a des réglementations qui ne lui permettent pas de l'être. Et donc oui, politiquement, c'est de notre responsabilité, bien sûr avec la profession, de faire évoluer les choses. Et par contre, là où je suis moins d'accord sur la partie aussi constat, c'est qu'il n'y a pas rien de fait. Et ce qui s'est passé au Parlement européen, que le Parlement a voté la saisine, on peut dire tout est fait, ça se passait déjà avant, donc ça se passera quand même, puis la von der Leyen, elle fera ce qu'elle voudra. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est la première fois que le Parlement européen rejette un texte qui en plus a plus de 20 ans que la Commission travaille. Ça veut dire que le Parlement européen a dit à la Commission, là, nous ne sommes pas prêts à voter le Mercosur. La saisine, elle est toujours en cours. Hein. Ah ben la saisine, de toute façon. Mais le commissaire européen, ce matin au commerce, disait qu'il faut se préparer à ce que l'accord soit ratifié dans les prochains jours. Mais, ben oui, ça... C'est vrai, hein. Il peut rentrer en... Non, mais je vois pas... Vous pouvez rigoler. Ben oui, rigoler, on rigole, c'est comme quand on a dit qu'on voit... On reste courtois. On reste courtois. Mais rigolez. Si ça vous fait rire, la situation, faites-le. Moi, je m'en fiche. Ce que je vous explique, c'est que le Parlement européen s'est exprimé et que l'accord ne pourra pas être ratifié définitivement tant que le Parlement européen ne se sera pas exprimé. Donc c'est quoi, c'est une provocation ce matin du commissaire européen au Mais commerce ? ce n'est pas une provocation. Ce qu'il a dit ce matin, c'est que l'Argentine et le Paraguay étaient prêts, eux, à ratifier. Ce qu'il faut, une fois qu'eux ont ratifié, il faut encore que la Commission prenne la décision de mettre en œuvre l'accord provisoirement. Et ça, pour l'instant, c'est encore pas décidé. Et si ça se fait, imaginez-vous quand même que le Parlement va être encore plus en colère et donc ne donnera pas sa voix contre rien du tout. Donc après, on ne peut pas à la fois demander aux politiques de faire des choses et à la fois dire que ça ne sert à rien parce que de toute façon, on roulera dessus comme si de rien n'était. Moi, en tout cas, le temps que je serai engagé, que ça plaise aux autres ou non, je me battrai pour faire entendre la voix des paysans, quoi qu'il en soit. Et on peut me critiquer sur mon engagement passé, sur mon engagement actuel. Je défendrai ce qui me semble être le meilleur pour les paysans. J'ai aucune raison de faire l'inverse. Et si par contre, nous-mêmes, en tant que paysans, on se décourage en disant von der Leyen, elle fera ce qu'elle voudra, machin, eh ben, ça ne sert à rien qu'on envoie des gens, des agriculteurs, dans des instances où ils se prennent des décisions. Déjà que tout seul, on a du mal à faire bouger les choses. Mais d'autant que vous, alors je le disais au début de l'émission, vous êtes vous-même éleveur de charolaise. Oui. Donc le bœuf argentin, le bœuf brésilien... Eh ben, mais bien c'est des morceaux qui vous font peur. Et pour le coup, il faut justement trouver l'argumentaire le meilleur pour faire comprendre à la Commission qu'elle se plante. Et puis il y a d'autres pays aussi qui se plantent. Parce que souvent, on nous rapporte le fait que ce n'est pas des tonnages très très volumineux qui vont arriver. Mais on s'en fiche. Ce qu'on veut, nous, c'est que les agricultrices et les agriculteurs et les consommateurs, comme l'a dit M. Legras, soient respectés. On a demandé aux agricultrices et aux agriculteurs européens pendant ces 25 dernières années de faire l'agriculture la plus belle du monde. Et on voudrait dire, la même commission qui impose ces règles aux agriculteurs voudrait dire aujourd'hui, c'est pas grave s'ils rentrent quelques tonnes de viande qui n'est pas bonne ou quelques tonnes de céréales. Je voulais vous soumettre ce que disait ce matin le patron de Super U, Dominique Schelcher. Dominique Schelcher, le patron de Super U, s'est engagé ce matin à ne pas commercialiser dans ses magasins de produits du Mercosur s'il existe un équivalent en France. C'est une bonne chose. Les choses avancent. Il faut clarifier le fait que les produits du Mercosur, la viande brésilienne,
elle est déjà consommée par des consommateurs français ou européens. Elle rentre déjà sur notre sol. Le Mercosur est le premier exportateur de viande vers l'Union européenne. Là, le sujet, c'est le fait qu'il y ait des contingents qui vont être totalement détaxés, donc qui vont favoriser les échanges et vont faire l'abaissement des droits de douane, va faire qu'il y a davantage de marchandises qui vont arriver. Mais du bœuf brésilien, vous en avez peut-être probablement tous mangé ici sans le savoir dans un restaurant, en fait. On en mange déjà. Et c'est pas du bœuf. Si on en mange au restaurant, et la provenance de la viande est censée être précisée. Oui, mais elle est censée être précisée si on donc on consent à manger cette viande-là. Je pense qu'il y a une vraie crainte aussi des consommateurs de devoir en quelque sorte manger une viande sans en connaître exactement la provenance. C'était aussi ça l'inquiétude. Que ce soit du poulet ou du bœuf originaire d'Amérique latine, il se trouve déjà sur le socle des 27. François, où êtes-vous, François ? François, vous êtes céréalier en Vendée. Vous serez au Salon de l'Agriculture, vous serez sur un stand que tous ceux qui sont déjà allés au Salon de l'Agriculture connaissent, puisque c'est vous qui avez l'énorme moissonneuse-batteuse dans laquelle les enfants peuvent monter. Vous l'avez, c'est bon, en tête, cette image de cette moissonneuse-batteuse géante. C'est important pour vous d'être au Salon ? Oui, c'est très important parce que moi je viens pour 2 raisons essentielles. Donc effectivement, c'est d'être sur le stand d'Intercéréales, donc dans le hall 4, qui va donc parler de tout ce qui est filière agricole concernant les céréales, donc le blé tendre, le blé dur et le maïs et toutes les céréales. Et ce qui est bien avec ce stand, c'est qu'on montre en fait du grain jusqu'à la transformation. Donc c'est vraiment la filière de toute l'interprofession qui est présente sur le stand. Alors la moissonneuse-batteuse, évidemment, c'est un appel parce que c'est un engin qui est un petit peu emblématique, qui fait rêver un peu tout le monde. Donc il y a beaucoup de monde qui veulent monter dans la moissonneuse-batteuse. C'est vous l'égérie en fait du salon cette année. En fait, cette année, ça va être ça en fait. Mais non, évidemment, il y a tout le monde. Mais donc là, on parle de tout ce qui est transformation et de tout ce qui est production. Donc ça, c'est la moissonneuse-batteuse. En même temps, on a aussi un site qui est le moissonneuse.fr où on invite les gens à venir nous voir quand on fait la moisson. Et par expérience, j'ai pu avoir aussi plusieurs personnes dans l'entourage, en fait, dans la région, qui viennent, qui par ce site-là, en fait, et qui ont le droit de venir dans la moissonneuse-batteuse avec vous pendant la moisson. Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est un moment privilégié au moment des récoltes où nous, c'est important, c'est notre moment important où après plusieurs mois, on récolte notre travail. Ça permet d'expliquer la culture de ce qu'on fait en toute transparence et dans la bienveillance. Donc ça, c'est un des points qui sera important sur le site, sur le stand d'Intercéréales. Et il y a aussi une autre nouveauté cette année, c'est un jeu qui s'appelle Céréales Mania, où en fait, les gens vont pouvoir s'asseoir au volant d'un tracteur. Ils seront 2 et il y a un petit jeu en fait qui va se passer pour découvrir toute la production agricole de céréales. Ça vous fait du bien de venir au salon ? De quitter votre exploitation. Le sujet par rapport au salon, oui, ça me fait du bien parce que c'est un moment privilégié où on échange avec le grand public. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est la numéro 1 pour laquelle je viens, parce qu'on explique notre métier et je trouve que c'est dommage qu'il y a beaucoup trop de gens qui en parlent toute l'année à notre place, qui savent, semble-t-il, mais en fait qui ne savent pas. Donc c'est vraiment là un moment privilégié qu'on doit saisir. Je suis aussi sur un autre stand d'Agri Demain où on est plusieurs 350 ambassadeurs sur toutes les productions où on vient aussi parler de nos productions. On les met avec les chefs Eurotoc, on les cuisine, on fait des tables d'hôtes. Mais c'est aussi la deuxième raison pour laquelle je viens. Et c'est vraiment d'être dans les allées et de voir les politiques. Parce qu'en fait, on l'a vu, on est dans une situation catastrophique. Les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure montrent que l'agriculture, elle est en train de disparaître. L'agriculture française est en train de disparaître. Donc la deuxième mission que je me donne en tout cas pendant cette semaine-là, c'est d'expliquer aux politiques ce qu'il faut faire, parce qu'en fait le constat, j'en ai un petit peu marre en fait que le constat, on le fait tous pendant 8 jours, on est hyper content. Et après vous retournez à la ferme. En plus, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire le constat, ça va mal. Donc voilà, maintenant il faut absolument trouver des solutions, proposer des solutions. Et cet enjeu cette année, il est un peu particulier parce qu'on est à 14 mois des présidentielles. On sait qu'il va pas se passer grand-chose malheureusement d'ici les présidentielles. Donc c'est déjà de sensibiliser
mobiliser un maximum de politique, de construire des programmes qui vont nous sortir de cette impasse. Parce que regardez, vous avez face à vous un eurodéputé et une députée. Vous pouvez déjà les interroger, pas besoin d'attendre demain. Donc effectivement, c'est vraiment d'entendre ce cri d'alarme, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'est plus de dire on va aller dans le mur, on y est dans le mur. Donc maintenant, il faut se ressaisir, il faut absolument que ça s'arrête, il faut redonner le mot produire, il faut qu'il revienne vraiment dans les programmes, avec des plans d'action, parce qu'on va se faire bouffer partout, et c'est évident qu'on ne va pas s'en sortir. On a eu la même chose sur l'énergie, on a eu la même chose sur l'industrie. Je peux vous demander si aujourd'hui vous arrivez à vous dégager un salaire ? Ah ben non, en ce moment, les céréaliers, ça fait 2 ans qu'on perd de l'argent. Notre revenu, il est simple, c'est rendement multiplié par prix moins charge. Donc, on sait tous que les charges ont augmenté. Alors, le Covid, l'Ukraine ont fait des explosions. Ça a rebaissé un petit peu l'énergie, mais en fait, c'est resté très haut en augmentation. Les assurances, les intrants, le matériel, les réparations, tout est resté charge. Rendement, eh bien, le rendement, il est lié à principalement 2 facteurs. C'est le climat. Alors là, on n'y peut pas grand-chose, mais en tout cas, on s'adapte. Et la deuxième chose, c'est les moyens de production. Et c'est là où je me tourne vers les politiques, parce qu'on nous tire des balles dans le pied, on se tire des balles dans le pied en limitant nos moyens de production tout le temps, quelles que soient les productions. Quelle question vous voulez leur poser précisément ? C'est de dire que maintenant, il faut réfléchir, il faut remettre de la valeur ajoutée, remettre de la production et tout ça. Et moi, je pense que, qu'est-ce que vous pensez de dire, on fait une page blanche, c'est-à-dire qu'on fait un reset de tout ça, parce qu'en fait, on fait des pansements. Non, mais on fait des pansements, d'accord ? Donc les pansements, aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas. Il faut changer la stratégie, parce qu'on met des pansements et ça ne va pas. Donc il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a urgence. Donc on ne dégage pas de salaire. Et je finis, rendement par prix. Et le prix, il est mondial. On n'y peut pas grand-chose, malgré tout. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se dégager de salaire. Donc c'est vraiment aujourd'hui, donnez-nous au moins les moyens de production. Arrêtons de transposer, de surtransposer en France au nom de dire oui, on va être suivi par les autres pays, mais les autres pays ils rigolent, parce qu'à un moment donné, ils disent c'est bon, ils se tirent des balles dans le pied, nous pendant ce temps on va produire. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi par exemple on ne soutient pas la loi transpartisane sur l'acétamipride notamment, enfin pour ne pas citer, où tout le monde devrait être d'accord aujourd'hui pour dire il faut qu'on remette, pour sauver les filières, pour sauver ces filières de noisettes, de sucre, pour dire maintenant... Marie-Josée Allemand, est-ce que vous voulez lui répondre ? Parce qu'après, il faut qu'on entende aussi vos camarades. C'est qu'il faut partir d'une page blanche. On garde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On arrête de transposer, de simplifier, parce qu'en plus on simplifie, plus on complexifie. Pardon. Et c'est systématique. Chaque fois qu'on fait une loi de simplification, c'est encore plus compliqué derrière. Donc on prend ce qu'on a et on essaye de réécrire les choses comme elles doivent être écrites, et si possible en tenant compte des professionnels, de ce que nous, on a à dire. Enfin, nous, on a à dire. Parce que, autant toi que moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Déjà, je suis aux lois, je n'ai pas voulu aller en agriculture. Mais on n'est pas là. On est là pour expliquer à nos collègues comment ça marche. Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ça marche. On a toujours le symbole de la brique de lait dessinée par les enfants. Voilà. On est là pour expliquer comment ça marche et ce que... on doit essayer de faire. Je dis bien on doit essayer de faire, parce que leur dire il faut faire, ça ne marche pas. Donc ce que l'on doit essayer de faire. Moi je me bats tous les jours, et mercredi j'emmènerai une délégation de députés, non pas pour aller faire le tour des syndicats, tout ce qu'on veut, mais pour leur expliquer comment l'élevage, comment ça marche. C'est pas juste des bêtes dans une étable et hop on y va. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça. Donc, effectivement, on a beaucoup trop de choses aujourd'hui qui nous sont imposées par des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien. Donc maintenant, il faut fixer un cap. On fixe un cap. Voilà où on veut aller avec l'agriculture. Et derrière tout ça, on fait tout ce qu'il faut pour y aller, mais qu'on nous laisse tranquille, parce que nous, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. C'est pas nouveau dans la situation dans laquelle on est. On est un grand nombre à le dire depuis plusieurs années. On dit on va dans le mur. Donc on y est. Donc c'est à un moment donné, il faut absolument dire on fixe ce cap et on nous laisse faire. Nous, on a le bon sens. On sait ce qu'il faut faire. Il faut l'encadrer. Alors François, vous allez donner le micro à Gaspard qui bouillonne depuis tout à l'heure. Gaspard, bonsoir Gaspard. Vous êtes maraîcher à Rambouillet dans les Yvelines, c'est cela ? Je précise que vous êtes à la Confédération Paysanne, c'est cela ? Vous cultivez quoi ? 100% bio. Oui, en bio. 100% bio.
Donc la Confédération paysanne appelle à un boycott de l'inauguration par Emmanuel Macron demain matin. C'est pas qu'elle appelle à un boycott, c'est qu'elle ne se rendra pas au petit déjeuner de l'ouverture du salon avec le président Macron, étant extrêmement critique à l'égard des réponses qui sont apportées à la crise agricole actuelle. Vous êtes en 100% bio. Aujourd'hui, est-ce que vous avez droit à des aides? De manière générale, il n'y a pas vraiment de 100% bio. Soit on est en bio, soit on est en chimique. De quelles aides bénéficiez-vous aujourd'hui? Pas totalement vrai. On peut avoir une partie de son exploitation en bio et l'autre en conventionnel. C'est extrêmement minoritaire. Ça existe. Vous avez face à vous des élus. Vous avez l'occasion de les interpeller. Profitez-en, vous avez la parole. C'est génial, je vous remercie beaucoup de la donner. L'état des lieux qui a été fait est assez juste. On voit bien, on a perdu... on arrive en dessous des 300 000 exploitations aujourd'hui, alors qu'il y en avait plus d'1 million dans les années 90. Le cours des céréales est en berne comme c'est pas possible. Mes collègues perdent, ne produisent, ne couvrent même pas les prix de production. Donc il y a quelque chose d'assez, il y a un constat qui est clair et qui est partagé par tous. Ensuite, il y a plein de façons d'y répondre. C'est sûr, bon, sur le Mercosur, je crois qu'on ne va pas pouvoir dire grand-chose de plus. Ça vous échappe autant qu'à nous. Ça nous échappe à tous. Et effectivement, nos vies nous échappent. Nos métiers nous échappent. Le Mercosur va faire rentrer des denrées alimentaires et des denrées agricoles à prix bien inférieur du fait des conditions de production, du fait donc des coûts salariaux de l'hémisphère sud, de l'Amérique du Sud. On l'a vu avec l'agneau de Nouvelle-Zélande, par exemple, du jour au lendemain, le prix de l'agneau a été divisé par 2. Bon, on sait à quoi conduisent les traités de libre-échange. Donc on est en train d'exporter en fait des services et des biens industriels contre le deuil annoncé de notre agriculture, clairement. Donc grosso modo, tout le monde est contre le Mercosur aujourd'hui, sachant que le discours a été quand même très hypocrite auparavant. Et tous ne sont pas perdants parce qu'effectivement, quelques productions vont être favorisées par le Mercosur. Par contre, il y a dans les autres dossiers là, qu'on vit aujourd'hui, mon confrère parle de l'acétamipride, et là, je suis obligé de répondre. On a une loi du plomb qui avait pointé son nez il y a quelques mois, qui a recueilli une pétition de 2 millions de signatures signées sur le site de l'Assemblée nationale. On y est, avec... oui, ceci dit, trouver des pétitions qui soient aussi contraignantes pour être signées, qui soient... Mais manipulées de quoi? Enfin, c'est les citoyens qui... Bon, on parlera plus tard, monsieur. En tout cas, l'acétamipride, on sait bien pourquoi les néonicotinoïdes, au prix d'une longue lutte de constats scientifiques absolument écrasants, de perte de biodiversité, d'effondrement total des populations d'insectes, on avait réussi à le retirer. Aujourd'hui, l'acétamipride, il est utilisé sur quoi? Sur les betteraves. Je lis l'Agrafil d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de mentir. L'Agrafil, vous le lisez tous. Agrafil, donc on a... Bon, pour les téléspectateurs qui ne lisent pas l'Agrafil, donc c'est un fil agricole, c'est genre l'AFP agricole, quoi. Donc une étude de l'INRA qui dit que le sans pesticides est tout à fait viable économiquement. Une étude, lisez l'Agrafil, vous ne l'avez pas lu, je l'ai là, si vous voulez, on regardera ça ensemble. L'INRA, attendez, excusez-moi, vous aviez le micro pendant des plombes, ça va. Sophisme, ça s'appelle du sophisme. Oui, sophisme. Lisez l'Agrafil. Ensuite, les noisettes. La sienne aussi. Je vais être comme lui, moi. J'ai couru depuis ce matin pour être là, il reste 5 minutes, on va être 15 à pas pouvoir... Oui, mais j'ai presque fini, monsieur, si vous ne me coupez pas. Sur les betteraves, on sait que l'année 2025 a été record et que dans l'Agrafil, Saint-Louis Sucre dit qu'il n'y a pas eu de problème avec la jaunisse, et on rétablit un truc, l'acétamipride, qui re-rentre par la fenêtre, là, avec la loi du plomb 2. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, entre le Mercosur et une loi du plomb 2, non, les réponses qui sont offertes pour enrayer le déclin de l'agriculture française ne sont absolument pas mises en œuvre, et ça manque grandement d'intelligence. Maintenant, si vous voulez éructer, monsieur, allez-y. Alors, Hervé, prenez le micro, Hervé. Prenez un micro, Hervé. Prenez un micro. On se parle, on se respecte, on reste cordial. Vous êtes un ancien éleveur bovin, c'est ça? Vous avez arrêté quand? J'ai arrêté les bovins en 2017 et mon métier en 2020. Qui a repris votre exploitation?
c'est pas un de mes enfants parce qu'ils sont partis dans d'autres métiers, non pas dégoûtés du nôtre, parce que chez nous on n'est jamais dégoûtés. C'est leur meilleur ami qui a pris la ferme, qui fait des céréales et qui s'en sort bien. Moi j'entends que des gens chouinés depuis tout à l'heure. L'agriculture française vit peut-être des difficultés, mais c'est d'abord en comptant sur nous-mêmes qu'on s'en sortira. Et c'est d'abord en faisant. J'ai vu tout à l'heure un éleveur qui est au salon qui a parlé. En 2010, il était là avec 6 animaux, 6 moutons. Tous les autres moutons qui étaient chez lui sont tous morts. Parce qu'on s'est retroussé les manches chez nous en Vendée, le syndicalisme de la FNSEA et d'IGA s'est retroussé les manches, on a reconstruit sur Toupou. Il y avait 10 000 hectares d'inondés par la tempête Cynthia. Parce qu'on s'est retroussé les manches, on a réussi à reprendre le dessus. Il y a 2 ans, on a eu 3 ans, on a eu la grippe aviaire qui est venue chez nous. On a eu les mêmes problèmes que vous avez eu en Savoie avec l'administration. On s'est retroussé les manches, on a trouvé des solutions. On a compté sur personne d'autre que sur nous pour le faire. C'est d'abord en comptant sur nous, c'est d'abord avec le syndicalisme tel qu'on l'a fait avec Jérémy, parce qu'il est d'abord un syndicaliste avant d'être un député, qu'on arrive à s'en sortir. C'est pas en chouinant, et si je dois passer un message, c'est le seul que je veux passer, c'est tout. J'étais venu là pour autre chose, mais c'est ce qui compte d'abord. C'est en se retroussant les manches, nos élus, ils sont là pour travailler avec nous, mais ils ne feront pas, on ne peut pas compter sur eux si nous, on ne fait pas le boulot. Jérémy de Serle. Non, bon, je peux que acquiescer ce qui vient d'être dit. Bien sûr qu'il faut il y a des revendications qui sont posées, qui sont bonnes. Il faut que nous, on continue de les entendre et qu'on s'en serve pour aussi aller convaincre. Ça a été dit tout à l'heure. Nous, notre boulot, c'est aussi de convaincre nos collègues parlementaires qui, justement, ne maîtrisent pas le sujet. Par contre, encore une fois, moi, je me permets de le dire, quand vous dites c'est soit on est 100% bio, soit on est chimique. Je suis désolé. Quand vous dites ça, vous avez... Mais non... Mais, bon, d'accord. Enfin bref, Il faut parler dans un micro. D'accord, ok. Parce que... Ok. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la manière d'appréhender la situation en disant, voilà, on veut rentrer l'acétamipride par la fenêtre ou je sais pas quoi. En fait, la problématique sur ce sujet-là, c'est qu'il y a 26 pays européens qui autorisent, et l'EFSA, l'agence européenne, considère, donc on peut dire qu'il y a 40 000 études ou 50 000 ou trouvez-en des millions si vous voulez. L'EFSA, l'Agence européenne de santé, dit qu'il n'y a pas de danger et c'est là-dessus que se réfèrent les 26 autres pays. Donc nous, on va être les dindons de la farce à dire on ne le fait pas. Bon, c'est juste ça qu'il faut réfléchir. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on donne la main à des députés, ça a été évoqué, à des parlementaires qui ne connaissent pas le sujet. C'est pas aux parlementaires de décider si c'est bien ou pas l'acétamipride. C'est aux scientifiques. Et donc, du coup, après, on doit se faire une idée. Bien sûr que les parlementaires doivent donner une orientation et faire attention, mais sécuriser le pays, sécuriser les consommateurs, je crois qu'il faut arrêter d'en demander trop aux agriculteurs. On le fait. Si la durée de vie a augmenté ces dernières années, l'espérance de vie a augmenté, c'est aussi grâce à l'agriculture, parce qu'on fait des produits plus sains. Donc, à toujours vouloir montrer du doigt le secteur agricole, et c'est ce que vous ne voulez justement pas faire ce soir, eh bien, on le rend plus faible. Donc, si dans nos rangs, on est effectivement en permanence en train de se reposer sur nos lauriers et de se lamenter sur notre sort, nous n'y arriverons pas. Mais moi, j'entends le malaise, et puis c'est normal qu'il s'exprime. Mais voilà, il faut aussi de temps en temps, quelques discours comme Hervé vient de faire pour dorer un peu le blason. Et nous, on a intérêt de faire en sorte que nos collègues parlementaires et nous-mêmes, nous arrêtions de faire des conneries et d'envoyer des injonctions contradictoires à longueur de temps. Je le sais, mais voilà, c'est pas une mince affaire et c'est justement en étant un peu collectivement organisés que nous y arriverons. Rémi. Juste une précision sur ce débat, je vous donne la parole tout de suite, c'est juste pour illustrer... C'est Fabrice qui va parler ensuite. Ce que ensuite. vous évoquez là. Vous venez de dire que décider ou non, donner un avis sur l'acétamipride, c'est une décision scientifique et non pas politique. Et je pense que le verre est dans le fruit depuis le début sur ce produit, parce que l'acétamipride a été interdit dans une loi de Mme Pompili en 2016 sur une décision politique. L'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire française, n'a jamais dit qu'il fallait interdire l'acétamipride. Et d'ailleurs, son directeur général, l'année dernière, quand il a été auditionné à l'Assemblée nationale sur le sujet de la loi du plomb, a bien dit que c'était par un principe politique qu'il avait été interdit, mais que jamais l'ANSES n'avait donné un avis scientifique sur le sujet. C'était un principe de précaution à l'époque de Barbara Pompili. Oui, mais c'est une décision politique qui a dit tous les néonicotinoïdes, on les met dans le même sac, c'est mauvais pour les abeilles. L'acétamipride,
Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où on est à 26 contre 1, tout simplement. C'est une décision politique, nullement scientifique. Quand bien même, plein d'études académiques pointent des faisceaux d'indices pour dire qu'il faut travailler sur la reprotoxicité de ce produit et qu'il peut être dangereux. Actuellement, l'EFSA dit que les risques ne sont pas caractérisés. Je voudrais finir avec Fabrice. Fabrice. Oh, vous avez 4 minutes devant vous, Fabrice. Fabrice, vous aussi, vous êtes céréalier? Alors oui, moi je suis agriculteur donc dans l'Eure, pas très loin de Paris, mais dans un secteur où on n'a pas de culture industrielle, donc on est plutôt sur des oléoprotagineux. Et à la limite, ça me permet de rebondir sur les sujets qui sont évoqués. C'est qu'en fait, on a une filière qui, malgré tout, dans mon compte de résultats, moi ça fait 3 ans qu'on est sur des exercices qui sont vraiment pas terribles. J'ai perdu 30 à 40% de revenus. Donc la première année, on utilise l'argent de l'année d'avant. Après, on commence à gérer un peu la trésorerie. Et là, la 3e année, cette année, on a dû remettre des courts termes en place. Les seules cultures en fait, qui actuellement margent un petit peu, c'est on a une part un petit peu de lin et le colza. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des filières qui ont été structurées en tant que telles, avec des outils qui sont à proximité. Et ça, en fait, et c'est à un moment donné, quand le monde agricole se prend en main, et là je vais rejoindre Hervé, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable de faire des choses et de faire des choses qui permettent d'écouler des débouchés, d'avoir des débouchés sécurisés et d'avoir des contractualisations. Je devais intervenir sur la lentille. Je vais vous expliquer une petite expérience. J'ai voulu faire de la lentille, donc en contractualisation, il y a quelques années. Le prix n'était pas là. En fait, là, on est concurrencé par des lentilles canadiennes. Et oui, et avec des moyens de production qui sont complètement différents de ceux des nôtres. Et en fait, typiquement, le Canada a droit à des pesticides et à des herbicides auxquels on n'a pas droit ici en France. Voilà, exactement. Et donc, en fait, on est pris avec ces injonctions contradictoires, or qu'en fait, on pourrait, sur nos exploitations, et justement dans le cadre de cette diversification d'assolement, pouvoir faire des choses. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on ait les mêmes armes, il faut qu'on maintienne des moyens de production. Et si je dois ce que j'aimerais, c'est que les parlementaires, à un moment donné, quand ils parlent d'agriculture, d'une part, de temps en temps, on a un front uni quand on est sur des urgences. Là, on va avoir une loi d'urgence qui devrait voir le jour, un moratoire sur l'eau, où là, il faudrait qu'à un moment donné, on ait une forme d'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale sur ces sujets-là. Et le deuxième point, c'est que quand vous prenez des décisions, vous mesurez les impacts que ça génère sur nos exploitations. Parce qu'à un moment donné, on peut tout vouloir ici, sauf que nous, sur le terrain, après, quand on est confronté, et la France, elle est diverse, avec le nord, le sud, des conditions météo différentes selon les endroits, et qu'à un moment donné, il faut qu'on ait du pragmatisme. Et donc ça, je vous demanderais qu'à un moment donné, quand on prend des décisions, on mesure les impacts concrets sur nos exploitations. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. Je crois que ça se passe même de commentaires, ce que nous dit Fabrice ce soir. Merci à tous d'être venus ce soir parler de cette veille du Salon de l'Agriculture dans Chaque Voix compte sur LCP. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Si vous aussi, vous souhaitez faire partie du public pour nos prochaines émissions, vous pouvez vous inscrire sur lcp.fr ou avec le QR code qui va s'afficher. Lundi, c'est Francis Letellier que vous retrouvez sur la 8 pour Lundi, c'est politique à 19h30. Il recevra Manon Aubry. On se retrouve mardi en direct à 19h30. Excellente fin de semaine sur LCP.